Écoutez, nous allons avoir le grand plaisir d'écouter Dan Arbib, qui va nous parler donc d'Emmanuel Levinas et la politique en question. La philosophie de Levinas doit une partie de son succès aux interprétations politiques aussi nombreuses que contradictoires qu'elle a engendrées. Il se pourrait pourtant que ce succès ne procède en réalité de malentendus et d'équivoques, entretenus à moins qu'il ne s'agisse de difficultés internes au texte lévinasien. Alors c'est le sujet que va traiter Dan Arbib. Dan Arbib est agrégé de philosophie. Après avoir enseigné à l'université Lyon 3, il enseigne actuellement à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Dan Arbib est spécialiste de Descartes et de Lévinas. Il est secrétaire scientifique du bulletin cartésien et membre de la commission scientifique de l'édition des œuvres de Lévinas chez Grasset. Auteur d'une multitude de publications et de contributions à des revues philosophiques, Dan Arbib a publié, et la liste est loin d'être exhaustive, La rigueur des choses avec Jean-Luc Marion, La lucidité de l'éthique, étude sur Lévinas, Descartes, la métaphysique et l'infini. Il a également participé à des ouvrages collectifs tels que 5 éloges de la rencontre autour de Stéphane Moses. La parole est à M. Dan Arbib, j'en prie. Merci beaucoup aux organisateurs. Et pardonnez-moi de n'avoir pas pu être présent ce matin. Le sujet qu'en effet je me propose de traiter est Lévinas, la politique en question. Pour l'introduire, je voudrais rappeler que le succès d'Emmanuel Lévinas en France fut... Peut-être que le micro n'est pas assez près, ou assez gros. Le succès de Lévinas en France est... M'entend-on ? Oui. Alors on sait, je disais, que le succès de Lévinas en France fut en somme assez tardif, même s'il a toujours été extrêmement estimé par ses collègues philosophes, et la profondeur, la force de sa pensée, vous le savez, restèrent très longtemps confidentielles. Il y a plusieurs motifs à cette confidentialité. D'abord, des raisons institutionnelles. À l'époque où Lévinas travaille, pour faire une grande carrière en philosophie, il faut être normalien, agrégé, autrement dit, avoir parcouru ce qu'on appelle un cursus honorum, le cours des honneurs, qui donne droit aux philosophes de s'exprimer à dignité égale avec les autres. Lévinas, nous le savons, n'a jamais joui de ce cursus honorum, puisqu'il avait eu un parcours tout à fait singulier. S'il avait bien connu Husserl, s'il a rencontré Heidegger, s'il fut l'introducteur de ce mouvement qu'on appelle la phénoménologie, j'y reviendrai, en France, il demeure qu'après-guerre, il ne trouva le débauché que dans les institutions juives, en fait, en marge des institutions universitaires. Et quand il intégra l'université, vous le savez, ce fut pour des postes qui n'étaient pas tout à fait à sa mesure, maître assistant de sociologie, et même la chaire de métaphysique à la Sorbonne lui fut octroyée non sans quiproquo. On m'a rapporté qu'à la Sorbonne, chacun savait que Lévinas faisait des choses extrêmement estimables, mais personne ne comprenait ni ce que c'était, ni en quoi ça consistait. La force de Lévinas était tout à fait confidentielle. Et du reste, vous savez, il y aurait beaucoup à écrire sur la tentative d'entrer à l'Institut de Lévinas, puisque Lévinas avait fait l'objet d'une candidature à l'Institut, grâce à un professeur à la Sorbonne qui s'appelle Ferdinand Alquier, qui était spécialiste de Descartes, à qui il n'est pas impossible d'ailleurs que Lévinas ait dû beaucoup de ses interprétations sur Descartes. En somme, sur le plan institutionnel, Lévinas a fait l'objet d'une espèce de retard à l'allumage. Et en France, ces considérations institutionnelles sont absolument fondamentales. Le deuxième ordre de considération qui justifie ce retard à l'allumage tient bien à des motifs proprement philosophiques.
Vous le savez, vous l'avez sans doute expérimenté par vous-même, Lévinas est un auteur extrêmement difficile à lire, extrêmement subtil. Ses livres contiennent peu de notes, mais en vérité, il suppose assez souvent, de la part du lecteur, une très grande maîtrise de l'histoire de la philosophie. Parce que Lévinas discute techniquement avec l'ensemble de l'histoire de la philosophie, et je ne crois pas exagérer si je disais que, dans une certaine mesure, c'est une explication avec l'histoire de la philosophie, avec l'histoire de la métaphysique. D'autre part, il y a une difficulté particulière dans le corpus lévinassien qui tient à sa méthode, ce qu'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie, mot barbare, qui est en fait extrêmement simple, qu'on a sans doute défini avant moi, ce matin, qui consiste à dire qu'il s'agit de produire un discours, une description, le logos, sur des phénomènes. Un phénomène, c'est ce qui apparaît. Tout simplement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans notre langage courant, quand on dit de quelqu'un ou de quelque chose que c'est un phénomène, on entend par là qu'il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. La phénoménologie, c'est le discours qui s'en tient à ce que l'on voit. Mais s'il ne s'agissait que de décrire ce que l'on voit platement et simplement, ça ne vaudrait pas une heure de peine. La phénoménologie ne vaut que parce qu'elle remonte à un degré très radical d'apparaître et d'apparition. Et c'est cette radicalité-là que Lévinas a ambitionné de décrire dans son œuvre. Et c'est ce qui en fait la très grande difficulté. D'autres avant lui avaient essayé, avaient produit aussi des descriptions extrêmement difficiles. Husserl et Heidegger, par moments, sont extrêmement difficiles, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement radicaux et qu'ils décrivent ce qui se donne à voir à un degré de radicalité qui nous est la plupart du temps tout à fait imperceptible. Cette radicalité fait la difficulté de lecture des œuvres de Lévinas. Alors, un point néanmoins aura peut-être servi l'accueil, la réception de Lévinas, c'est l'exploitation politique de sa pensée. Et j'en viens ici au cœur de mon affaire. Qu'est-ce que j'appelle exploitation politique? Il faudrait s'entendre sur le terme. Exploitation, cela signifie-t-il qu'il en a été fait un usage dans le champ politique? Autrement dit, qu'on l'a, si je puis dire, appliqué, qu'on a fait du Lévinas appliqué. Il est possible aussi que l'exploitation signifie autre chose. Une exploitation, quand on dit qu'un tel ou tel fait une exploitation politique de tel ou tel fait, on veut dire un détournement, un mauvais usage. Autrement dit, très souvent, depuis au moins les années 80, Cité Lévinas est revenu à octroyer une caution philosophique à des thèses politiques, au risque peut-être de manipulation et de ce qu'on pourrait appeler trafic. Je ne trancherai pas pour l'instant entre ces deux lectures de l'exploitation, Lévinas appliqué ou bien Lévinas détourné. Mais je voudrais souligner le caractère ambigu et problématique du recours à la philosophie de Lévinas ici. J'évoque par exemple l'antiracisme des années 80 qui a beaucoup été appuyé sur Lévinas. Lévinas connaissait alors son heure de gloire théorique, il était déjà extrêmement âgé, il était au sommet de la reconnaissance du monde intellectuel et philosophique, et en même temps il connaissait une heure de gloire politico-pratique, si je puis dire. Dans les mêmes années se forgeait ce que certains ont appelé une religion de l'autre. La religion ne touche pas à mon pote. Le succès de Lévinas est beaucoup dû à cette convergence objective, qu'il faut bien reconnaître, alimentée par un certain nombre de quiproquos. Car l'œuvre de Lévinas se prête-t-elle à pareil usage? Certaines situations récentes sont encore plus problématiques. On se souvient que Christiane Taubira, par exemple, citait Lévinas dans son grand discours en faveur du mariage pour tous. Quoi qu'on pense du mariage pour tous, on pouvait rechigner devant un tel enrôlement. Dernier cas, le plus terrible, et qui au fond a suscité la communication d'aujourd'hui, la photo, en 2015, du petit Eylan Kurdi. Vous savez, ce petit enfant qui a échoué sur le sable d'une plage turque alors qu'il fuyait la Syrie avec ses parents. Cette photo, qu'il est encore épouvantablement difficile de regarder aujourd'hui, avait ému le monde entier. Et encore aujourd'hui, si émoussée que soit notre sensibilité, elle ne peut pas être regardée sans qu'on soit pris d'une tristesse mêlée d'épouvante. Et peut-être même d'ailleurs d'un sentiment de deuil. Cette photo, pour tous, en Europe,
et assurément en France, avait sonné comme un appel à l'hospitalité sans condition, et elle avait été politiquement exploitée en ces termes. D'aucuns avaient rappelé les travaux de Derrida, qui, à partir de Lévinas, avait construit et soutenu le concept d'hospitalité sans condition. De fait, ce petit Elan apparaissait comme le visage d'autrui, au sens technique. Visage éminemment paradoxal, puisque pour lui, nous ne pouvions plus rien. Certains, néanmoins, ne manquèrent pas de rappeler que l'éthique lévinassienne est une exigence, que l'accueil des migrants non contrôlés, l'hospitalité sans condition, pouvait avoir des conséquences potentiellement très graves pour l'éthique elle-même. Et donc, passé le moment de l'émotion, il fallait se ressaisir. Je me souviens qu'à l'époque, à l'émission Réplique, Alain Finkielkraut avait consacré une émission qui cherchait à arbitrer entre les deux lectures de cette configuration. Fallait-il voir la photo d'Elan comme un appel à l'hospitalité sans condition, ou bien fallait-il rappeler les exigences de la politique et ne pas céder aux sirènes de l'hospitalité inconditionnelle? Telles étaient les préoccupations de l'heure que Alain Finkielkraut nous appelait, François-David Sebah et moi, à arbitrer, si je puis dire, dans son émission Réplique. C'est dans cette ambivalence-là que je voudrais aujourd'hui m'installer. Alors je voudrais reprendre les choses, peut-être de très haut, dire des choses que vous connaissez sans doute, des platitudes, séjourner dans les commencements, comme dit Platon, pour essayer de comprendre comment Lévinas pense la politique et pourquoi l'aporie, c'est-à-dire la contradiction peut-être insoluble entre les deux tendances que j'ai esquissées à présent, pourquoi cette aporie est sans doute elle-même insoluble. Pour le comprendre, je voudrais rappeler d'où part le problème de Lévinas. Comment, nous disait-il, penser l'altérité sans le soumettre à la dictature du moi? Le moi, dont totalité est infinie, et moyennant un tas de subtilités que je passe ici, se nomme le même. Pourquoi? Parce que le moi, quand il considère les objets autour de lui, les étangs, les choses qui sont autour de lui, se les approprie, n'est-ce pas? Et en quelque sorte, se les assimile. La grande question devient comment avoir accès à une altérité sans que tout ce qui est autre soit réduit au même, c'est-à-dire au moi. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de me dessaisir, nous dit-il, de ma primauté. Faire en sorte que ce n'est plus moi qui ai l'initiative. Je laisse l'autre apparaître comme tel, comme autre. Je deviens, j'y reviendrai dans un instant, second par rapport à son apparaître. Autrement dit, je perds la maîtrise de la chose même. Quand ce qui échappe toujours, à savoir l'altérité, apparaît sur son mode propre d'altérité, irréductible à la manipulation, à la possession, à la prise que je pourrais en faire en tant que même, en tant que moi, cela s'appelle visage. Le visage, c'est le nom de l'altérité qui affleure, qui frôle la sphère de mon pouvoir, mais qui ne s'y réduit pas, qui lui échappe. C'est en fait, le visage, le nom d'un type particulier de manifestation. On ne peut donc pas dire que le visage apparaisse comme cette montre, cette bouteille, ce verre, ou quoi que ce soit. Ce montre, cette bouteille, ce verre, je peux les prendre. Le visage apparaît comme se dérobant à ma prise. Pourtant, il apparaît quand même. Donc, il apparaît et n'apparaît pas. Cette singularité, ce paradoxe, c'est ce que Lévinas appelle visage. Il s'ensuit plusieurs conséquences que j'énumère rapidement. D'abord, vous comprenez que le visage n'est donc pas une partie du corps. Ce n'est pas seulement la partie qui est déterminée par le cerne, le contour de ma tête. Le visage, c'est autrui en tant qu'il me dessaisit de mon pouvoir sur lui, ou plutôt en tant qu'il m'appelle à prendre soin de lui, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça peut être la nuque de la personne qui est devant moi, une file d'attente. Ça, c'est un visage. Ça peut être un son, un appel. D'ailleurs, le visage se voit moins qu'il s'entend, en toute rigueur. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, autrui apparaît non plus depuis moi-même,
puisque s'il apparaissait depuis moi-même, il serait encore sous la maîtrise et la possession de moi. Il apparaît depuis lui-même. Par conséquent, je l'ai dit tout à l'heure, il a l'initiative. Il commande. Et alors là, c'est très singulier la position du visage. Parce que, d'un côté, le visage est extrêmement puissant, c'est lui qui commande, mais qu'est-ce qu'il commande? Il commande que je prenne soin de lui. Lévinas nous décrit un visage qui est dans une position tout à fait singulière, tout à fait paradoxale. Il commande, mais il commande depuis sa faiblesse fondamentale. D'ordinaire, on entend le commandement comme le pouvoir de celui qui domine. N'est-ce pas? Seul peut vous commander celui qui a force et pouvoir sur vous. Eh bien, tout d'un coup, le visage, depuis sa faiblesse, vous commande. Un peu à la façon dont un nourrisson commande. Son appel commande inconditionnellement, il fait loi pour nous, et en même temps, c'est sa grande faiblesse qui fait loi pour nous. Si le nourrisson nous appelle, ça n'est certainement pas parce qu'il est plus fort que nous, c'est parce qu'il est plus faible. Et donc, troisième remarque, le visage de Lévinas se signale par sa faiblesse fondamentale, son indigence, sa nudité, ce qui signifie que autrui est toujours la veuve et l'orphelin. Attention, ça ne veut pas dire que ceux d'entre nous qui ne sont ni veufs ni orphelins ne sont pas autrui, pour moi. Ça veut dire que la façon dont autrui se manifeste à moi, si puissant, si riche soit autrui, reste toujours l'indigence, la pauvreté. Autrui est toujours, fondamentalement, la veuve et l'orphelin. Et du coup, quatrième remarque, que me commande autrui? De prendre un soin infini, de tout lui donner, de me dépouiller entièrement pour lui. Lévinas ira extrêmement loin dans ce dépouillement, notamment dans votre enquête ou au-delà de l'essence, et je ne veux pas insister sur ce point, mais comprenez que c'est cela que Lévinas décrit, à savoir cet appel par l'indigence de l'autre, qui apparaît, si je puis dire, dans son apparaître même, dans sa façon d'apparaître, qui fait que je lui dois tout, et je dois tout lui donner, indéfiniment, définitivement, complètement, à l'infini. Il y a naturellement quelque chose de sacrificiel ici, en dépit de toutes les réserves et toutes les nuances qu'on devrait mettre. Ça signifie, en dernière remarque, qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je deviens, moi? Je suis une conscience. Alors remarquez qu'en français, conscience veut dire deux choses. Conscience veut dire être capable de dire je, moi, et conscience veut aussi dire conscience morale. Avoir conscience, faire les choses en conscience. Bon. Eh bien, Lévinas nous dit, nous ne sommes un je qu'à condition d'être d'abord une conscience morale. Nous ne sommes pas d'abord un moi qui regarde les choses, qui les contemple, qui les prend, qui s'en empare, qui décide, et puis ensuite, éventuellement, la moralité est jugée à l'aune de notre moi. C'est bien l'inverse qui se produit. C'est parce qu'un ordre nous est intimé depuis le visage d'autrui, qu'alors, étant appelé par cet ordre au soin infini pour l'autre, je suis quelqu'un, je suis je. Lévinas, c'est en fait une pensée non pas de l'autre, mais du sujet, du moi. La question, c'est qui suis-je? Je suis pour autrui. Alors, il y a plusieurs questions qu'on pourrait poser à tout cela. On pourrait se demander si c'est parfaitement partageable, puisqu'il s'agit de descriptions phénoménologiques. Est-ce que vous valideriez les descriptions? Cette question est fondamentale. Très souvent, les phénoménologues la balayent par un effet d'intimidation, mais elle est fondamentale. On pourrait encore se demander si on est dans la phénoménologie, puisqu'après tout, le visage n'apparaît pas de la même façon que les autres phénomènes du monde. Donc, est-ce que le visage est un phénomène, de toute rigueur? La question s'est posée. On la résout techniquement. Je voudrais passer outre ces questions qui sont savantes et techniques et un peu décalées par rapport à notre propos. Je voudrais d'avance faire observer qu'ici se pose une objection. Si je me démunis complètement pour l'autre, pour le visage, que se passe-t-il? Je me dépouille et je suis injuste pour tous les autres que l'autre. Parce qu'autrui, c'est jamais une seule personne. Je veux dire, la description du tête-à-tête, de la proximité, comme dit Lévinas, moi autrui, autrui m'apparaissant, en toute rigueur, elle n'est jamais, quotidiennement, je devrais dire concrètement, mais ça ne convient pas, présente. Ce que j'ai devant moi, c'est quelqu'un et quelqu'un d'autre, et tous les autres. Si je donne tout
à l'autre qui est en face de moi, si je me dépouille intégralement pour lui, je lèse tous les autres que l'autre. C'est ici qu'apparaît la figure du tiers. La figure du tiers, c'est le troisième homme, celui qui en quelque sorte me sort du tête-à-tête, de la proximité, dans lequel je suis en devoir de répondre à l'obligation infinie. Avec le tiers commence une toute nouvelle dimension, la politique. La politique introduit le calcul, introduit la mesure, introduit la nécessité où je suis, non plus de donner tout, mais de garder un peu pour un autre, et pour un autre que l'autre. Autrement dit, Lévinas n'a pas du tout été aveugle devant les situations concrètes de l'éthique, tant s'en faut. La politique impose donc de tempérer la générosité infinie pour autrui et d'introduire la mesure, la justice, le calcul. C'est cette dimension que Lévinas qualifie, vous le savez, de grec. La dimension du pour autrui, en tant qu'autrui m'apparaît toujours comme veuve et orphelin, et m'intime l'ordre de tout lui donner, cette dimension, c'était chez lui la dimension du juif, la dimension biblique. Cette voix que selon lui la philosophie n'arrivait pas, avant lui, ou si peu, à faire entendre. Et donc il s'agissait de faire entendre en philosophie une voix biblique. Et de ce point de vue, il a fait entendre en philosophie des harmoniques bibliques qu'avant lui, je crois, on n'avait jamais aussi bien fait entendre. Mais de l'autre côté, cette harmonique biblique radicalisée devient folle, puisqu'elle devient injuste. Tous les autres que l'autre réclament eux aussi le soin infini de ma part. Il faut donc tempérer et introduire ce qu'il appelle la dimension du grec, la dimension de la justice. Alors, je voudrais souligner plusieurs paradoxes dans cette configuration. Premier paradoxe, traditionnellement, en philosophie politique, vous le savez, la limitation de mon pouvoir, plutôt la loi, la mesure, vient de la limitation de mon pouvoir débordant. Configuration classique. On s'y représente un état de nature, sans loi, dans lequel les hommes feraient tous ce qu'ils veulent, auraient toute puissance de faire ce qu'ils veulent, et feraient autant que la puissance le leur permet. Puis vient la loi, parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est impraticable, chacun peut tuer autrui, on a même peur de dormir et de se faire tuer dans son sommeil, tout ça est épouvantable. Du coup, que se passe-t-il? On met la loi et on limite. Et donc la politique vient en quelque sorte limiter la toute-puissance du sujet. Eh bien chez Lévinas, le dispositif s'inverse. La politique vient limiter la générosité infinie pour autrui. Donc Lévinas met en œuvre ici une révolution radicale dans la manière dont est conçue la philosophie politique. La philosophie politique, ou plutôt tout simplement l'État, la cité, la politique, ne naît pas d'une limitation de l'état de guerre, mais d'une limitation de la générosité infinie que je dois pour autrui. Ce renversement est absolument radical. Deuxième paradoxe, je soulignerai que si la politique devient absolument nécessaire, c'est qu'il y a des manières d'être pour autrui qui sont injustes. C'est une trivialité de le dire, mais ça va bien en le disant. Si je donne tout à autrui, je laisse les autres que l'autre. Autrement dit, une générosité infinie, une charité infinie, qui ne se limite pas, devient folle et devient par la même injuste. Il se pourrait, j'emploie le mot de charité par facilité, il se pourrait que la charité radicalisée se retourne contre elle-même. Et que par conséquent elle appelle de la tempérance, de la sagesse, de la mesure, de la norme, de la loi. Troisième paradoxe, la politique vise donc à faire en sorte que la charité ne se trahisse pas elle-même, ne se nuise pas à elle-même, à force d'être radicale. Parce qu'encore une fois, si je donne tout à l'autre, j'oublie tous les autres que l'autre. Ça veut dire qu'il n'y aura de politique qu'à condition que soit maintenue quand même à l'horizon de la politique la générosité infinie dont elle part. La politique part de ce besoin de générosité infinie, de cette nécessité qu'il s'agit de ne pas trahir. Puisqu'il s'agit de ne pas trahir la générosité infinie en la limitant,
Il s'agit bien de comprendre qu'on ne limite pas la générosité infinie simplement parce qu'on est égoïste. Ce n'est pas un retour de l'égoïsme. C'est que la générosité poussée dans sa radicalité exige la politique pour maintenir cette générosité. Autrement dit, on ne peut pas dissocier la politique et l'éthique. La politique a pour âme l'éthique. Son but, son sens, c'est d'éviter que l'éthique se perde elle-même, se nuise à elle-même, se trahisse elle-même. Quatrième remarque, vous comprenez bien que si la dimension d'éthique c'était la dimension biblique, que la dimension de justice c'est la dimension grecque, sans doute faut-il ici que le grec sauve la dimension juive, la dimension biblique, d'une certaine folie, d'une certaine hyperbole. Et Lévinas nous demande de faire résider le grec dans l'hébreu. C'est un verset de la paracha de Noach. Yaft, Elohim, les Yefet, etc. Il faut peut-être que Japhet, ancêtre des Grecs, séjourne chez Sem, chez les Sémites, chez les enfants de Shem. Il faut peut-être que l'hellénisme séjourne dans l'hébraïsme pour que l'hébraïsme ne se trahisse pas. Cinquième remarque, microscopique. Vous voyez que dans ce schéma, nous avons ici le judaïsme dans la dimension biblique, de générosité infinie. Nous avons ici l'hellénisme dans la dimension de mesure. La politique venant en quelque sorte sauver l'éthique de ses propres excès qui seraient par eux-mêmes anti-éthiques. Mais une question se pose de la place du christianisme dans ce dispositif. Je crois que c'est un point aveugle qui explique pour une part la réception complexe de Lévinas sur ce point. Alors, cette théorisation est d'une remarquable force. Elle fait tenir la philosophie de Lévinas sur ses deux jambes. Et on comprend dès lors l'ambiguïté des usages de Lévinas. Faut-il accueillir tous les migrants? Je pose cette question de façon extrêmement triviale. D'un côté, le visage de l'autre maintient une générosité infinie. L'hospitalité est par nature sans condition. Ce serait la voie de la proximité pour autrui. Mais cette voie serait insuffisante, car dans tous les migrants, il y a tous. C'est-à-dire il y a tous les autres que l'autre. Celui-là, oui, peut-être, mais tous les autres frappent derrière lui. Et celui-là nous donne à voir tous ceux qui sont avec lui. Non seulement ceux qui sont avec lui, mais aussi les miens, mais aussi ma femme, mes enfants, mes amis. Tous ceux que peut-être je sacrifierais à la générosité infinie devenue folle pour le visage d'une singularité, le visage d'autrui. Et donc d'un côté, une exigence éthique radicale, d'un autre côté, une exigence politique qui nous dit mettons un peu de sagesse. Parce que, au-delà de la générosité infinie, il se pourrait que cette générosité devienne elle-même injuste, que bref, nous n'ayons plus les moyens de secourir et d'accueillir si nous nous débrouillons de tout pour le premier visage venu. Alors, cet équilibre est extrêmement fragile, est extrêmement difficile à tenir. En somme, le problème se pose de ce que Lévinas n'est pas la pensée d'un théoricien n'est pas la pensée d'un décisionnaire politique. Ce n'est pas un homme politique. Il n'a pas à nous dire ce que nous avons à faire. Il essaye d'analyser ce qui apparaît quand autrui apparaît. Il essaye de rendre raison de l'apparaître d'autrui. Il essaye d'interpréter ce qui se passe quand je me trouve en face du visage de l'autre. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas nous dire ce qu'il n'est jamais venu nous dire. Néanmoins, on comprend ici que la même philosophie puisse être exploitée dans les deux sens. Alors pour conclure, dans un dernier moment, et j'ai bien conscience que l'heure tourne et je surveille l'heure, je voudrais faire voir qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre de difficultés dans cette construction. Ces difficultés, je ne les évoque pas pour objecter à Lévinas, tant s'en faut. Avant d'objecter, il faut comprendre, et je ne suis pas encore totalement arrivé. Mais je voudrais simplement que ces points de perplexité traduisent l'interrogation que par moments j'éprouve. Lévinas nous dit, derrière le visage de l'autre, il y a tous les autres que l'autre.
le tiers, et derrière le tiers, tous les autres. Alors j'ai un certain nombre de questions à poser ici, qui seront vraiment des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, que je n'ai pas tout à fait construite, que j'indique simplement, qui sont sans doute pas insolubles. Première question. Derrière ce visage d'autrui, cet autre, apparaît, nous dit-il, tous les autres que l'autre. Apparaissent tous les autres que l'autre. Première difficulté. Comment, derrière le visage d'autrui, peuvent apparaître tous les autres? Sur le plan de l'apparaître, Lévinas a-t-il suffisamment décrit le lien qui permet que derrière le visage de l'autre apparaissent tous les autres que l'autre? C'est une question proprement phénoménologique, c'est une question de description. Comment, sur le plan de la description, l'articulation se fait-elle? Un certain nombre de déclarations de Lévinas ne permettent néanmoins pas de répondre à la question. Deuxième difficulté, on voit très bien que le visage de l'autre m'apparaît comme singulier, un individu. Derrière m'apparaissent tous les autres que l'autre. Tous les autres que l'autre, c'est l'humanité, catégorie générale. Or, Lévinas a une énergie profonde aux catégories générales. L'humanité, c'est un concept englobant, c'est un genre. On y entre en général pour être broyé. Donc, il faut construire un concept d'humanité qui permette de saisir que le tiers derrière, qui renvoie à tous les autres que l'autre, ne soit pas en quelque manière le symbole d'une humanité qui serait prise, captée, ressaisie comme en un seul tout. Parce que dans ce cas-là, ce serait encore la maîtrise du concept, la maîtrise de la philosophie. Lévinas expose alors le concept de fraternité. Il dit « La non-coïncidence consiste concrètement dans ma position comme frère, implique d'autres unicités à mes côtés. » Autrement dit, le tiers, ou plutôt les tiers, sont d'autres unicités eux-mêmes. Comme si le visage singulier de l'autre renvoyait à tous les autres que l'autre, sans que jamais tous les autres que l'autre fassent, le moins du monde, une catégorie générale. Lévinas forme le concept de fraternité. La fraternité humaine implique des individualités dont le statut logique ne se ramène pas au statut de différence ultime dans un genre. Ça n'est jamais une catégorie générale. Oui, mais comment passe-t-on du particulier à cet universel très bizarre, très singulier, l'universel d'un genre tout à fait nouveau en histoire de la philosophie? L'universel qui n'est pas fait d'un genre, l'universel qui est fait d'individus qui ne font pas somme, qui restent des individus. Deuxième question, donc, quel est le type d'articulation entre le particulier et le général? Troisième question, quand autrui m'apparaît, je l'ai dit tout à l'heure, il est indigent par définition. Si je puis dire, il est indigent dans sa manifestation même. Qu'autrui soit l'homme le plus riche du monde, l'homme qui possède les plus grands biens, qui a le plus grand pouvoir, autrui est par sa phénoménalité même indigent, veuve et orphelin. Ce qui veut dire qu'être autre, ça n'est pas une condition, comme on dit en philosophie, empirique. Ce n'est pas une condition sociale. Ça veut dire que l'autre, ça n'est au fond peut-être, si je puis dire, personne. C'est le nom de l'autre en tant qu'il apparaît. Mais l'autre, c'est celui qui apparaît quel qu'il soit. L'autre n'est peut-être pas, comme l'ont dit certains commentateurs, individué. On ne sait pas qui c'est. C'est le prochain. C'est le prochain. Et d'ailleurs, il est bon qu'il en soit ainsi. Néanmoins, quand vous
faut du temps pour faire de la philosophie. Il faut aussi un certain confort institutionnel. Peut-être que ça lui a manqué. Autre option, hypothèse haute, c'est que cette difficulté est sans doute liée à la nature des choses. Elle est fondamentale. Ce n'est pas une difficulté qu'on résout d'un peu plume dans un traité théorique. L'articulation entre l'éthique et l'éthique, c'est peut-être là que le bas blesse. Ça voudrait peut-être dire que Lévinas ici a touché à la nature des choses dans leur plus intime profondeur. Je vous remercie.